On évoquait donc le cas de l'Afrique du Sud avec les attaques des xénophobes, des ONG qui dénoncent l'inaction des autorités. Nous accueillons sur le plateau Marc Abouflan, directeur de publication de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de New York TV. Alors, Georges Hérault, on était avec vous, on évoquait donc la grandeur même de la nation arc-en-ciel sous Mandela avec les actes qui se posent. Mandela doit être en train de se retourner dans sa tombe. Oui, donc je disais que l'Afrique du Sud n'est pas un petit pays en Afrique et ça fait partie des pays leaders. Et donc quand les pays et un pays leader donne cet exemple, comment se comporteraient les autres pays. Et il est vrai que ce pays qui est un peu, je dirais, je sais pas, un peu fermé par rapport à d'autres pays, puisque pour avoir le visa, je sais pas si c'est parce que Togolais, pour avoir le visa pour aller en Afrique du Sud, c'est pas facile. Et donc, il se comporte d'une manière, effectivement, comme un pays qui veut vivre un peu en autarcie ou bien un pays qui n'aime pas que les autres Africains rentrent comme ça facilement dans son pays. Mais il est vrai aujourd'hui, avec ces violences-là, il est en train de perdre l'image de grand pays parce que les autres pays vont, à un moment donné, quand il y aura toujours cette inaction des autorités, les autres pays vont finalement relier sur eux-mêmes et puis ils vont le laisser continuer avec... Marc Abouflan, sur la question de la xénophobie en Afrique du Sud. Je pense que cette xénophobie est tout à fait compréhensible. Vous savez, l'Afrique du Sud, la seule chose qu'elle a d'africain, c'est peut-être le nom du pays et la couleur de la peau de ceux qui y vivent. Par rapport au niveau de développement d'un certain nombre de pays dans la sous-région, vous constatez, l'Afrique du Sud n'est pas au même niveau que l'Afrique subsaharienne. Et on ne peut comparer que l'Afrique du Sud aux pays maghrébins qui eux-mêmes ne se disent pas véritablement africains. Pour eux, l'Afrique, c'est cette autre partie du monde là où il y a toute la misère du monde. Et donc, on peut comprendre cette xénophobie, d'autant plus qu'elle est d'une certaine manière institutionnalisée aujourd'hui en Afrique du Sud et à la veille d'élections importantes comme les élections générales. Je vois mal des politiques qui ont envie, puisque c'est une question très sensible, qui ont envie de se réélire, se prononcer sur une question aussi importante. Il faut juste gager que l'Afrique du Sud, comme toutes les grandes nations, mais aujourd'hui aussi, il ne faut pas oublier, c'est la marque des grandes nations, c'est cette xénophobie, on l'a vu avec les États-Unis de Donald Trump, la France avec l'extrême droite. Tout ce qui fait les grandes nations aujourd'hui, c'est cette spécificité-là qui veut qu'ils se prennent en tant que nation supérieure ou en tant que nation, et que tous ceux qui sont étrangers à leur culture nationale, justement, soient éjectés du système d'une manière ou d'une autre. Et on parle de xénophobie justement parce que c'est une montée et du racisme, de tout ce qui est phobie aujourd'hui envers l'étranger. L'Afrique du Sud, ce qui se passe en Afrique du Sud, constate juste parce que la couleur de la peau est la même. Mais la même chose se passe au Maghreb, ça se passe en Australie, en Chine, dans d'autres pays, et ça ne meut pas pour autant. Donc, à mon avis, c'est un problème mondial auquel il faut s'attaquer. Il ne faut pas particulariser sur la question sud-africaine. Alors, je rentre dans le cas de l'Afrique du Sud. Ce que peut-être les populations doivent comprendre, c'est que si ces étrangers, en tout cas un bon nombre, décident de replier, ben, ça va aussi avoir un coût sur l'économie parce qu'ils sont là. Certains ont des magasins, emploient même des Sud-Africains. Oui, naturellement. C'est général pour tous les pays dans le monde entier. On disait souvent que ce sont les étrangers qui apportent de l'économie à l'économie autochtone. Et donc, si aujourd'hui, comme je le disais tantôt, 88 déjà Malawites sont en train de partir et ils ont fermé leurs magasins, ça va avoir forcément un coup sur l'économie sud-africaine parce que, quoi qu'on dise, ils apportent, ils ouvrent, ils emploient, ils font
les demandes, ils font tout ce qu'ils pouvaient faire et ça apporte quand même un plus à l'économie sud-africaine. Et donc, moi je dis qu'il faut mettre fin à ce phénomène-là. S'ils ne mettent pas véritablement fin à ce phénomène-là, ça va poser beaucoup de problèmes à l'Afrique du Sud. Et il faut le dire, il y a plein de Sud-Africains d'ailleurs qui ne travaillent pas. Ces miniers-là, enfin, ils sont là, c'est pour la mine, et plusieurs ne travaillent pas. Beaucoup parmi eux ne travaillent pas. Et si ils font encore des choses comme ça, les étrangers ferment leurs boutiques, leurs magasins et quittent, ça va avoir forcément des répercussions sur leur économie. Nous passons au second sujet, c'est le Soudan. La contestation demande la dissolution du conseil militaire. Les organisateurs de la contestation au Soudan ont réclamé la dissolution du conseil militaire de transition à la tête du pays depuis donc la destitution d'Omar el-Béchir au 10e jour d'un sit-in devant le QG de l'armée. L'association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation qui secoue le pays depuis le 19 décembre, a par ailleurs dénoncé lundi une tentative de dispersion du sit-in, la destitution jeudi par l'armée d'Omar el-Béchir et la promesse du conseil militaire qui a pris le pouvoir n'ont pas dissuadé les manifestants. Nous voulons la dissolution du conseil militaire et son remplacement par un conseil civil qui comprenne des représentants de l'armée. C'est ce qu'a déclaré lundi à la presse Mohamed Naji, un responsable du SPA, l'association professionnelle des Soudanais. Marc Abouflin, est-ce qu'il faut se dire aujourd'hui que les contestataires au niveau du Soudan ont le vent en poupe et veulent tout avoir maintenant? Veulent tout avoir, non, je ne pense pas qu'ils veulent tout avoir, mais oui, il faut avoir le courage de reconnaître qu'ils ont le vent en poupe. C'est pas évident, c'était pas évident au départ de ces contestations-là, de faire partir un président aussi vieux qu'el-Béchir, c'est quand même 30 ans de pouvoir que ces contestataires ont réussi à vaciller pratiquement moins de 3 mois. Il faut dire que aujourd'hui ils ont le vent en poupe, mais vous savez, en chassant, ou en tout cas en étant vent debout contre Omar el-Béchir, c'était contre un système, c'était comme contre une manière de faire. Il ne faut pas oublier que Omar el-Béchir était un militaire et il ne faut pas non plus rentrer dans une nouvelle donne qui ne change pas forcément rien, parce que ceux qui composent, quand vous prenez un peu les noms de ceux qui composent ce conseil militaire mis en place pour assurer une transition de 2 ans comme ils l'ont annoncé, c'est pas vraiment des personnalités différentes, c'est des gens qui ont été des ténors même du régime de Omar el-Béchir, et je pense que la rue a raison. La demande principale de la rue, c'est ce changement de régime, et ce conseil militaire qui est mis en place ne cache pas véritablement, à mon avis, d'un changement véritable de régime. Et je pense que la rue a raison, la SPA a raison de faire le forcing. Il faut aller à un conseil civil qui comprenne des militaires, mais où on peut composer ensemble avec les anciens tenants du régime, mais également un certain nombre de têtes de proue de la contestation pour véritablement asseoir un nouveau Soudan. Parce que c'est à ça que les gens appellent. Il ne s'agit pas de changer Omar el-Béchir et de perpétuer le régime, mais il s'agit, à mon avis, de refonder le système, de refonder la démocratie au Soudan. Et ce qui est intéressant, je pense qu'aujourd'hui, l'Union africaine s'est réunie et a avalisé un peu ce que les manifestants demandent, parce que justement, j'ai ouï dire que l'Union africaine donne 15 jours justement à ce conseil militaire-là pour rendre le pouvoir aux civils. C'est-à-dire qu'il est important aujourd'hui. On a vu comment el-Béchir lui-même a pris le pouvoir. Il ne faudrait pas que tous ces sacrifices-là faits par le peuple soudanais n'aboutissent pas véritablement à une nouvelle démocratie. Alors, Georges Hérault, est-ce qu'on est quand même ici dans ce qu'on disait, je pense, la semaine dernière, que les populations exagèrent un peu quand même, avec un certain nombre de demandes? Bon, en fait, pas totalement une exagération, comme vient de le dire Marc. Ici, c'est parce que ils savent dans quelle situation Omar el-Béchir était venu. Et c'était la même transition qui avait commencé avec lui et qui continue jusqu'à 30 ans. Et donc, si aujourd'hui, les mêmes personnes qui les a torturés, c'est les mêmes personnes, parce que c'est l'armée d'habitude qui torture, et c'est l'armée encore qui est au pouvoir, alors que les gens voulaient que
qu'après, au fait que justice soit faite, parce que les manifestants demandent même justice, que justice soit faite. Et là, si aujourd'hui c'est l'armée qui est au pouvoir, ils savent automatiquement que le système continue et il n'y a aucune justice qui sera faite, d'autant plus que l'armée est, entre guillemets, égale la force. Et s'il y aura la brutalité et tout. Donc, je pense que c'est ce qui a intéressé la Commission de l'Union africaine qui dit la transition qui est bon pour les Soudanais aujourd'hui, ce n'est pas la transition militaire, que ça doit être civil, d'autant plus que sur le continent, nous avons vu la preuve de ce que les militaires font au pouvoir et véritablement ça ne donne pas gage de liberté, gage de démocratie et cela veut dire en quelque sorte que ce que les gens ont fait pendant 3 semaines va être jeté encore dans la poubelle et que le même système continue. Donc c'est ce que réclament les manifestants. Donc ce n'est pas quelque chose, une réclamation de trop, mais plutôt c'est une réclamation logique pour permettre aux Soudanais d'aller encore. Je disais l'autre semaine que aujourd'hui c'est comme le pays est fermé, les autres pays sont fermés, surtout les Occidentaux, ont fermé leurs frontières contre ce pays et surtout contre le président. Si aujourd'hui la transition n'est pas bonne, il risque de demeurer toujours dans la même situation qui ne permet pas au pays de s'ouvrir et d'avoir des aides et commercer avec les autres pays pour pouvoir sortir les citoyens de la crise qui secoue le pays. Alors, Jérôme, est-ce qu'on peut facilement quand même demander que le Conseil militaire soit dissous quand c'est ce même peuple, cette même opposition qui est allée devant le QG de l'armée pour lui dire prenez vos responsabilités? C'est un peu compliqué, mais il faut comprendre aussi les constatateurs. Parce que c'est vrai, l'armée reste l'armée. L'armée a ses ambitions. À un moment donné, l'armée peut retourner sa veste. Et la population comprend tout ça là où le mouvement qui est le fer de lance, c'est-à-dire le SPA qui dirige le mouvement, a fait toutes ces analyses approfondies avant de quand même mettre le feu. Donc moi, je me dis que c'est une bonne chose. Je crois d'ailleurs, sur hier, le chef du conseil militaire, qu'on dit qu'il n'a pas de couleur politique, et pour qui la population pouvait avoir confiance, mais qui dit qu'il est pressé de remettre le pouvoir aux civils. Maintenant, si on demande de remettre le pouvoir aux civils et que la population civile n'est pas encore prête pour prendre ce pouvoir-là, peut-être qu'il y a un piège. Peut-être qu'un piège. Et moi, je comprends ce piège-là. Le piège est qu'on demande qu'on finisse complètement avec ce système de El-Béchir, parce que si on met encore l'armée à la tête et qui va diriger peut-être cette transition, ça va encore poser d'autres problèmes à l'avenir. Une transition qui peut-être va durer plus de 30 ans, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, là, je comprends ces contestataires-là. Il va falloir maintenant que l'armée comprenne, puisque les contestataires ou la population demandent une coalition ou bien une composition avec l'armée, avec les militaires. Donc, je crois que ce serait... Et d'ailleurs, il disait que l'armée ne va pas prendre la tête, que ce sont les civils qui vont prendre la tête et que l'armée va rester membre de ce conseil-là. Donc, moi, je crois que c'est une bonne chose. Mais de toute façon, l'armée a fait confiance à la population. La population avait fait confiance à l'armée. Et donc, aujourd'hui, il va falloir qu'ils se parlent véritablement, qu'ils aillent au fond même de la situation pour trouver une solution définitive, pour poser les vraies bases d'une démocratie, permettre au pays de s'ouvrir sur le reste du continent et pourquoi pas sur le reste du monde, afin de permettre à ce que ce pays-là soit complètement une démocratie. Alors Marc, c'est quoi l'idéal? Un conseil militaire où on sait que c'est vraiment les militaires qui tiennent le pouvoir, ou bien un conseil civil où les militaires ont les postes clés? Non.
À mon avis, l'idéal, ce n'est aucun des deux. L'idéal, c'est un conseil civil avec des militaires qui n'ont pas des postes clés. Parce que la question des postes clés revient à confier. Vous savez, si vous avez un conseil civil avec des militaires au poste clé, autant avoir en même temps un conseil militaire. La question véritable au Soudan, c'est de transférer le pouvoir aux civils. Et à mon avis, il y a eu destitution du président, on doit organiser une transition de 2 ans. Et à mon avis, trop longue. On aurait pu s'entendre sur une très courte transition, aller à des élections générales. En tout cas, ils ont parlé de juillet. Mais finalement, il y a un éveil général de la population. Et il faut capitaliser cet éveil général. Et c'est cet éveil-là à saluer. Parce qu'il ne faut pas que la population se laisse confisquer cette victoire par l'armée. C'est vrai que l'armée a été décisive dans la destitution de Omar el-Béchir. C'est vrai que l'armée a joué son rôle véritable de républicain à un moment, mais on a connu cette armée, c'est la même armée les 30 dernières années, et c'est la même armée qui a été exploitée par Omar el-Béchir. Et moi, à mon avis, vous savez, les militaires sont ce qu'ils sont, il y a un certain nombre d'entre eux, si on leur laisse les coups des franges, ils sont à même de s'accaparer, parce que déjà, qu'on a vu qu'il y a eu des tentatives de dispersion des sittings, c'est-à-dire que cette armée n'est pas forcément blanche, on ne peut pas lui faire confiance à 100%. C'est pourquoi il est, à mon avis, important de revenir sur les fondamentaux, parce que quoi qu'on dise, il y a une constitution au Soudan qui prévoit, en cas de vacances du pouvoir, ce qui peut advenir. Il faut peut-être suivre ces règles-là. Il faut surtout éviter de confier des postes clés. Peut-être on peut laisser la défense et la sécurité à l'armée, ce qui est de leur rôle régalien même. Mais il y a des postes clés comme les affaires étrangères, comme l'administration territoriale, les finances. Il faudrait éviter de confier ces postes-là justement à l'armée pour éviter que l'armée ne continue justement cette némise. Parce que si Béchir a régné tant en temps sans partage, c'est parce qu'il a su instrumentaliser l'armée. Et cette armée instrumentalisée n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, en 2 temps, 3 mouvements, ils ont décidé de dégager Béchir qu'ils doivent être pris en odeur de sainteté. On peut leur faire une mini-confiance parce qu'ils ont su avoir le courage qu'un certain nombre d'armées n'ont pas dans un certain nombre de pays. Mais il faut rester très très prudent parce que, comme le soulignait Jérôme tout à l'heure, l'armée reste l'armée et le pouvoir, quand on l'a, on finit pas rapidement. Il faudrait que l'SPR continue sur cette lancée-là, de renforcer les bases s'ils veulent construire, parce qu'il ne suffit pas seulement de chasser le dictateur, mais de construire les bases du Soudan de demain pour que personne ne vienne refaire ce que Béchir a fait les 30 dernières années. Alors, il y a aussi peut-être pour l'armée même un risque de transférer directement le pouvoir aux civils. C'est que l'armée a aussi besoin d'être protégée. Vous savez, si Béchir a deux mandats d'arrêt international de la CPI qui pèsent sur sa tête, il y a beaucoup de militaires qui sont aujourd'hui au devant, qui également ont des choses à se reprocher. Oui, mais bon, de toute façon, quand on parle du système El-Béchir, ce n'est pas forcément complète ou bien totalement les militaires. Il va y avoir forcément des civils qui sont dans le système à qui on peut confier le pouvoir en attendant une transition douce. Parce que, oui, mais tel que c'est le SPA avant ses revendications, on suppose que si on prend quelqu'un qui était des serails de Béchir, il va être rejeté aussi. De toute façon, aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit l'autre semaine, aujourd'hui, il ne peut pas totalement faire partie du système El-Béchir qui est là depuis plus de 30 ans. Ce qui peut se faire, c'est d'une manière progressive, il puisse y avoir une transition qui va faire partie du système dans le temps. Et forcément, même si la rue demande le départ ou bien la dissolution du conseil militaire et la rue peut-être ne veut pas avoir confiance aux proches de El-Béchir, ce qui est sûr, c'est que la rue n'a pas... Le pouvoir, c'est pas dans la rue, d'ailleurs. Et la rue n'a pas encore fait ses preuves du pouvoir. Et on ne sait pas qui, parmi les gens de la rue, peut prendre le pouvoir et va être pire que
El-Béchir. Donc aujourd'hui, c'est d'aller doucement, progressivement, pour asseoir les bases de la démocratie, pour ne pas totalement commencer à poursuivre les uns et les autres, parce que, vous savez, c'est ce qui se passe dans nos pays où les gens pensent qu'à un moment donné, nous allons régler les comptes, nous allons faire ceci, parce qu'aujourd'hui, c'est les Occidentaux qui sont en train de poursuivre El-Béchir, et nous savons que, entre guillemets, les pays occidentaux ne nous aiment pas, c'est les intérêts, ils sont là pour leurs intérêts, et quand il y a un dirigeant qui n'est pas pour les intérêts de ces pays occidentaux, ils sont là, ils sont capables de lancer les mandats d'arrêt, parce que quand nous voyons dans les autres pays, dans tout ce qui se passe, nous savons automatiquement que ce n'est pas parce que les Occidentaux disent que nos dirigeants ne sont pas bons, ils sont bons, que franchement ils sont bons. Donc aujourd'hui, c'est que les Soudanais doivent savoir que ils sont les mêmes les fils d'un même pays, et quel qu'en soit le cas, ils ont besoin de tout le monde pour reconstruire le pays. Et donc, ils doivent faire confiance à quelqu'un, même si c'est dans le cas de El-Béchir, pour que progressivement la démocratie, la base de la démocratie, soit posée, les principes des élections transparentes soient totalement posés, la bonne gouvernance complètement posée. Et là, on peut dire, mais si monsieur tout le monde rentre ou bien prend le pouvoir, il est contrôlé, les bases sont là, et là, ils seront sur la route du développement. Alors, Jérôme, moi, le hic, en tout cas, dans le cas soudanais, c'est que on discute maintenant qui va prendre le pouvoir. Est-ce que ça va être un civil? Est-ce que ça va être un militaire? Mais c'est la même question que je pose depuis que cette affaire du Soudan, la chute de Béchir, en tout cas, est intervenue. C'est qu'on a oublié la revendication du départ, qui est une revendication purement sociale, diminuer le prix du pain. Non, mais depuis là, ils sont dans la rue, ils manifestent, ils mangent du pain. Ils continuent de manger du pain. Et donc, juste un alibi pour faire partie de quelqu'un, c'est ça. Au même prix. Au même prix, justement, ils continuent de manger. Ils ont fait la dernière fois 10 jours de sitting devant le QG de l'armée. Et pendant tout ce temps-là, ils ont mangé du pain au même prix. Et donc, aujourd'hui, l'objectif est en train d'être atteint. Et comme ils sont sur le chemin d'atteindre leur objectif, il faut oublier un tant soit peu le prix du pain augmenter. Et après, quand ils vont installer une transition, ils pourront quand même revenir en arrière, regarder le prix du pain, regarder le prix des autres matières premières, et puis bon, ça va aller. Il faut quand même trouver un alibi pour faire partie quelqu'un. Il faut trouver des raisons pour faire partie un dictateur. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont réussi. Omar Béchir, ma chance, c'est d'avoir augmenté le prix du pain. Et puis, et l'augmentation de ce prix du pain-là l'a emporté. Donc, je crois que les Soudanais vont applaudir parce qu'ils ont peut-être réussi à piéger. Je ne sais pas si ce sont eux qui ont demandé à El-Béchir d'augmenter le prix. Mais moi, je dis que El-Béchir est tombé dans son propre piège. Son piège, c'est la dictature, naturellement. Et donc, il est tombé dedans. Et malheureusement pour lui, il est parti avec l'augmentation de ce prix de pain. De toute façon, les Soudanais continuent de faire le petit déjeuner chaque matin. Mais vous savez, sur cette question, je suis très dubitatif. Quoi qu'on dise, moi, j'ai toujours été persuadé que jamais dans aucun pays, la rue n'a réussi à dégager aucun dirigeant dans le monde. Il a toujours fallu à un moment donné que soit l'armée intervienne ou que ce dirigeant soit trahi par les gens de son peuple. Et la rue n'a été qu'un alibi pour des proches du pouvoir, des proches pour atteindre des objectifs, s'emparer de lui. Mais il ne faut pas oublier que la revendication demeure importante et ce n'est pas seulement le prix du pain. Au-delà du prix du pain, ce que l'association des professionnels soudanais réclame aussi, c'est de meilleures conditions de vie et de travail. Et vous savez, quel que soit le régime demain, que ce soit un régime civil ou un régime militaire, il n'y a aucun gage que ces conditions-là
s'améliore à la vitesse, en tout cas, auquel veulent les Soudanais. Mais, et c'est pour ça, à mon avis, qu'il est important que ces sit-ins continuent, qu'il est important surtout que ce ne soit pas, comme on dit couramment chez nous, les Soudanais n'aillent pas vendre le voleur pour acheter un sorcier. Parce que justement, il ne faut pas oublier que c'est l'armée qui a profité de la situation de la rue pour démettre Omar el-Béchir. Parce qu'il y a des idées en tête. Aujourd'hui, on ne sait pas encore quelle était l'idée derrière la tête de l'armée en démettant el-Béchir du pouvoir. Et donc, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est justement de permettre à cette population-là de consolider une véritable démocratie. Il faudrait un nouveau système de gouvernance axé sur une meilleure justice sociale, axé sur une meilleure transparence pour permettre justement aux gens, quel que soit le prix du pain ou le prix de l'essence ou le prix d'autre chose, de pouvoir se les offrir. On va marquer la pause. Malheureusement, on va pas rendre la tête parce que le journal, on va suivre le journal et on revient après.